C'est très compliqué, il n'y a pas plus compliqué que la sexualité. On vous donne cette illusion, ce mensonge que non, c'est simple, tu vas voir, c'est le... voilà, c'est... Eh ben non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Et l'amour dans tout ça? Ah ben, ça c'est une question, c'est ce qui vient en plus. Hein. C'est comme la guérison chez Freud, ça vient en plus. Hein. On parle de quelque chose de très matériel, de très dépersonnalisé. Enfin, où sont les sentiments, où est l'affect là-dedans? L'impression que c'est des robots, en fait. Il va vers le journaliste de Radio Liberté. Et là, je me suis dit, il fait une erreur, parce que Radio Liberté, c'est la CIA. Il l'insulte, il le menace. Kolomoïski, hein. Kolomoïski, l'oligarque Kolomoïski. 2 jours après, il est convoqué à l'ambassade américaine, et il ressort doux comme un agneau. Hey, Jean-Luc. My glass, Tatiana, my glass. Where is my glass? My kingdom for a glass. Merci. Ah bah vous êtes là, tous là. Quel plaisir. Et vous êtes là aussi, hein. Vous êtes là, derrière votre écran. Et j'espère que vous avez préparé la bouteille, les mets, parce que, attention, hein, on va se faire le dernier verre, mais le dernier verre, il va durer. Et il va durer, vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez pas vouloir décrocher 1 minute avec nos invités, avec ceux qui se sont rencontrés là, dans ce bar. Et vous allez voir, ils sont vraiment très différents. Mais ils sont en même temps très forts. Je commencerai par Anouchka Dana. Anouchka Dana, elle est écrivain, elle est psychanalyste. Et elle a écrit Hunter et les Mickey. Qu'est-ce que c'est Hunter et les Mickey? C'est pas les aventuriers de l'Arche perdue, c'est l'aventurière du Tinder retrouvé. Elle a fait quelques expériences, mais elle a raconté un livre désopilant sur tous les hommes qu'elle a rencontrés, vous savez, avec ses réseaux de relations, on appelle, etc. On coche les cases, on se rencontre, le speed dating ou le pas speed dating. Enfin, c'est absolument passionnant parce que c'est une espèce de coupe de ce qu'on vit, du coupe horizontale ou transversale de ce qu'un certain nombre de gens vivent actuellement dans ce qu'on appelle les relations. Et c'est très intéressant, en tout cas, c'est plein d'humour, je dois dire. Thierry Marignac. Alors Thierry Marignac, on change complètement de territoire. Et Thierry Marignac, j'ai reçu son livre, je le connais depuis très longtemps, c'était perdu de vue. Et je reçois un livre qui s'appelle « La guerre avant la guerre » aux éditions Compliment. Et je dois dire que Confidente. Confidente. Confidente, oui, c'est vrai, ça veut dire informateur en tchèque, paraît-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Informateur en tchèque. Confidente, avec un K. Avec un K. Confidente, voilà, confidente. Et je dois dire que j'ai été scié parce qu'il raconte sur ce qui nous occupe depuis déjà 2 ans, c'est-à-dire la guerre Russie-Ukraine. Il raconte, lui, des choses qui sont passées bien avant. Et surtout, il ne raconte pas l'histoire de Minsk, etc., qu'on a entendu, mais évidemment qui sont très importantes. Il raconte la guerre des drogues, les oligarchies et surtout les mafias. Et c'est beaucoup plus loin que Corleone et le parrain, et que ça va entre Kiev, New York, Moscou, évidemment, et il parle russe couramment, et il a vécu là-bas. Et honnêtement, son livre, on va en parler, je voudrais que vraiment Thierry nous raconte, parce que c'est totalement étonnant, et il y a un pan de cette histoire que, à mon avis, je n'ai jamais vu raconter jusqu'ici. Et la joie d'accueillir Serge Rezvani. Serge Rezvani, j'allais dire, c'est ce cliché, on ne présente plus Serge Rezvani. Oui, on présente toujours. Écrivain, dessinateur, formidable aussi, surtout être humain. Vous savez, je parlais l'autre fois de Arthur Adamov. Arthur Adamov avait une formidable expression pour parler de la chaleur humaine. Il appelait ça la chalume. Et Serge Rezvani, comme d'ailleurs Jean Messia, comme vous,
à la chalume, la chaleur humaine. Et Serge Rezvani, faut-il rappeler qu'il est l'auteur et le compositeur de ce film culte, Jules et Jim, on le voit d'ailleurs, Le tourbillon de la vie, etc. Et puis il a écrit Les années-lumière, Les années Lula, voilà, des livres absolument magnifiques qui seront toujours là, quoi. C'est ça qui est bien dans l'art, dans la littérature, etc. Cela survit. Et puis, Jean Messia. Alors, Jean Messia, c'est plus un pamphlétaire, c'est un tireur à vue, quoi. C'est un sniper. Voilà, c'est très simple. Jean Messia arrive quelque part, il entend, et puis il commence à tirer, et puis les gens disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et à un moment donné, ils sont muets. Parce que, voilà, il est comme ça, il a le sens de la répartie, et puis je dois dire que ce n'est pas l'homme le plus politiquement correct que j'ai entendu. Or, dans un univers où, comme vous le savez, on renvoie la censure et plus du tout l'ascenseur, donc il est là et il joue un rôle, pour moi, important, d'avoir des gens qui, justement, non pas coupent les cheveux en quatre, mais commencent à tondre pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et vous savez ce que disait Prévert, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, eh ben, il faut les démasquer de temps en temps. Donc, je suis très, très, très heureux de vous avoir, et on va prendre le temps de discuter de tout ça. Et surtout, Jean-Luc, peut-être ta séquence. Jean-Luc, on va continuer après écouter ça. Jules et Jim. Jules et Jim, l'histoire merveilleuse de cette femme aimée par deux hommes, des amis. Juste, Serge Rezvani, ça date, c'est loin, mais en même temps, c'est très près, parce qu'on le revoit tout le temps, Jules et Jim, évidemment. Tous ceux qui ont toutes les chaînes de télévision, le repassent en permanence et en boucle. Ça vous évoque quoi aujourd'hui, quand vous pensez à ça? On vous voit, d'ailleurs. Moi, ça n'évoque qu'une chose, c'est l'amitié. C'est un film qui a été fait dans l'amitié. Le tournage était aussi dans l'amitié. L'amitié, oui, vraiment. Truffaut était un ami merveilleux. Jeanne Moreau est une amie de toujours. Delru, merveilleux musicien qui a fait cette musique du film qui dépasse la simple musique de film. C'est vrai. Voilà. Et puis, Truffaut m'a demandé de jouer dedans en plus, ce qui n'est pas pour moi. mais c'est sympathique. Non, c'est vrai. Et c'était une époque, l'amitié. Anouchka Dana, l'amitié, je vais vous poser la question, tu sais, à la chancelle dans Radioscopie. Ça ne dit rien aux moins de 20 ans, mais ça fait rien. L'amitié entre hommes et femmes, ça existe? C'est très éloquent, ça. Je n'avais pas pensé à cette question. Je ne sais pas, tout dépend des circonstances et puis des formes. L'amitié, c'est une forme d'amour sublimé, donc oui, pourquoi pas, certainement. Pourquoi pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire Hunter, et ça s'appelle Hunter et c'est Mickey, c'est paru chez Bouquin. Racontez-nous, c'est venu comment, d'abord? Vous dire, tiens, je vais aller un peu... c'est venu comment? C'est venu tout banalement. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a recours plus ou moins au site de rencontre. Et puis, comment dire, je venais d'écrire un essai assez complexe et difficile sur la mélancolie. Enfin, voilà. Puis je m'étais dit, j'avais envie de quelque chose de plus léger. Et puis j'ai trouvé que c'était un bon sujet. Mais je le raconte d'ailleurs. Enfin, c'est la partie peut-être la plus biographique. À un moment donné, elle rencontre
c'est un homme qui lui dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais à Lacan? Enfin, tu nous emmerdes avec Lacan. Enfin, oui, ça c'est. Il lui dit, ça c'était assez drôle. C'est ça. Oui, c'est le côté, voilà, qui lui dit, mais t'as rien compris, en fait. Tu devrais écrire un bouquin avec tes histoires de cul. Franchement, tu te ferais de la thune et ça fonctionnerait beaucoup mieux pour toi. Enfin, et à ce moment-là, elle passe vraiment pour une tarte. Enfin, bon, c'est raconté de façon drôlatique. Et elle se dit, mais en fait, pourquoi pas le... Enfin, du coup, elle se dit, bah, tiens, pourquoi pas, effectivement, prendre un billet de travers. Et puis, elle se dit, finalement, il y a un matériel intéressant. Et pourquoi pas, en fait. C'est le gars de le dire, matériel. Quand je me rappelle, je dis que Dominique Strauss-Kahn, quand il parlait des filles qu'il a amenées, il dit, il y a du matériel. Il a envoyé des... Il a envoyé des... Enfin, bon, oui, non, mais sauf que moi, c'est un matériel littéraire. Enfin, il y a quand même... J'ai bien compris. Et en fait, ça vous va... Ça a amené quoi? C'est-à-dire ces rencontres, etc. Enfin, ce que vous racontez dans le livre qui est très drôle. Est-ce que c'est moins drôle dans la vie ou pas? Ah oui, non, je pense que si j'avais dû... Enfin, c'est pour ça que c'était un roman en même temps. Ce qui était difficile, c'est vraiment d'en faire un livre, un roman. C'est tout le travail littéraire qui était passionnant pour moi. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement de quelque chose. Enfin, moi, je trouvais que c'était assez pauvre et assez finalement... voilà. Puis il y avait quand même une vraie rencontre avec un réel où souvent je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas très bien. Genre, qu'est-ce qu'il veut, quoi? Qu'est-ce que... Et donc qu'est-ce qu'il veut? Oui, non. C'est un peu ce qu'il veut. Hein. Ça me paraît quand même... Oui, je suis blonde, mais quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais d'accord. Non, mais le qu'est-ce qu'il me veut dans le sens... parfois, c'est pas si simple que ça, en fait. Le message... comment dire? Non. Oui, vous voulez dire, il y a aussi de la solitude, il y a aussi parler, il y a aussi... voilà. Ou pas? Non, mais c'était plus dans qu'est-ce qu'il veut. On le sait, ça c'est assez simple, en fait. Mais c'est dans les modalités, en fait. C'est le cheminement par lequel ça passe. Parfois, c'est ou c'est trop direct, ou ça l'est pas assez. Enfin, c'est le problème du virtuel, en fait. C'est qu'on est dans la vie réelle, on a quand même des repères qui sont, je sais pas, le toucher, le regard, les sens, l'attitude. Là, on est vraiment face à quelque chose d'abstrait, en fait. Donc, la puissance d'interprétation sur une ligne, on se dit, mais il y a plein de doubles sens, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, en fait? Alors que finalement, avec un regard, le regard, il est beaucoup plus direct, il touche à son but, en fait. Alors que là, le texto, on se dit, bon, est-ce qu'il faut... Oui, on est derrière l'écran. On est derrière l'écran, donc ça, c'est le piège de la virtualité. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il me veut, dans le sens... bon, quand on fait une rencontre en réel, on comprend ce qu'il veut, c'est direct. Mais là, en passant par les textos, les photos, enfin, parfois, on se dit, mais... Voilà. Oui, il y a tout cet échange, effectivement, de mots, d'images, et on ne sait pas qui est là. Et on ne sait pas qui est là, ce qu'il y a derrière. Jamais eu de rencontre directe? Pardon? Jamais de rencontre directe? Ah ben on peut pas, puisque ça passe par le prisme de l'application. Mais après, il n'y a pas... Ah si, mais après. Ah, oui. Mais après, là, je parle surtout de l'avant, et puis, bien sûr, il y a l'après, mais sans oublier que l'après, il est conditionné par ce qu'il y a eu avant, en fait. Et c'est ce que je dis, en fait, ce qui est assez... le piège, c'est le piège de l'image aussi. C'est-à-dire que souvent, on ne sait pas qui y a derrière une image. C'est pas que les hommes... C'est ce que je dis. Les hommes mentent par leur image. C'est pas tant parce qu'ils disent ou parce qu'ils sont. C'est plutôt... L'image est menteuse par elle-même, en fait. L'image désimagine. L'image désimagine, et c'est la... Voilà, et souvent, on imagine autrement. Parce qu'on parle de l'image en tant qu'imago, en tant qu'imaginaire. Donc, on part tout de suite dans l'imaginaire. Il n'y a pas cette appréhension réelle. Parfois, on est séduit par quoi dans la vie? Mais parfois, c'est très partiel, en fait. On n'aime jamais totalement. C'est un geste, un mot, une attitude qui, tout d'un coup, entraîne le surgissement d'un désir. Déclenche le désir. Alors que là, dans cette version formatée, on est un peu perdu, en fait. Et c'est là le qu'est-ce qui me veut, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend plus. Puisque c'est la rationalité de l'application, qui est mathématique, logique, de l'algorithme, c'est pas celle d'un humain. Un humain, il sent, il désire avec son corps, avec son inconscient, en fait. Et donc, c'est ce qui entraîne, finalement, tous ces malentendus, en fait, et tous ces glissements qui sont aussi intéressants et romanesques. Et donc, moi, je l'ai utilisé. Vous êtes nourri de ça pour ça. Je me suis nourri de ça. C'est vrai, on s'imagine Tristan et Iseult avec des algorithmes. Comment ça se passerait? Ou Roméo et Juliette. On est en train de le fumer. Coche tes cases. C'est ça. Ah ben non, mais là, c'est sûr, Roméo et Juliette, ils ne rentraient pas dans les cases. Hein. Ouais, ça, c'est sûr, ça n'aurait pas été... Il y aurait le site Capulet, le site Montaigu. Et c'est ça, non. Il y aurait eu un grand bip, là. Les pères. Hein?
Roméo et Juliette, tous ces grands amoureux, il y avait le père. Toujours. Oui, il y avait le père, c'est vrai Aujourd'hui, aussi. Il y a toujours des... il est absent. Il y a toujours des absences, et c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pour ça, je suis très heureux que vous soyez là, parce que c'est tellement des scènes différentes. Je voudrais... alors, Jean Messia, il y a quand même... Alors, vous c'est une énigme. Vous êtes né en Égypte, vous êtes né au Caire. Oui. Vous êtes né au Caire. Tout à fait. Vous êtes arrivé, parce que c'est intéressant, parce que on vous entend, on vous voit beaucoup à la télévision, sur les écrans, sur les fenestrons, et en général, vous ne laissez pas vraiment complètement indifférent, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais vous avez vécu jusqu'à quand Enfin, vous avez vécu jusqu'à quel âge? En fait, j'ai vécu au Caire jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, donc pas tant que ça. Ouais. Et après, je suis parti avec mon père et ma mère et mon frère à Bogota, en Colombie. D'accord. Ah ouais. Mon père venait d'avoir une première affectation à l'ambassade d'Égypte à Bogota. D'accord. Et donc, j'ai vécu 4 années entre mes 3 ans et demi et mes 7 ans. Donc en Colombie. Et donc, j'avais 2 langues maternelles, pour ainsi dire, l'espagnol et l'arabe. Et l'arabe, d'accord. Espagnol dont j'ai depuis tout oublié, bien entendu, parce que comme on pratique pas... Et après Bogota, et après la Colombie? Après Bogota, ma famille est donc repartie au Caire, en Égypte. Donc mon père a réintégré l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères égyptien en 77. Et en 78, en fait, il y a eu ma mère est chimiste, et il y a eu cette année-là, début 77, un jury de chimistes français, à une époque où l'intérêt national français existait encore, et on envoyait des jurys pour essayer de combler les failles scientifiques de la France. La France manquait de chimistes, et donc la France a envoyé ses plus fins limiers en la matière pour trouver des étudiants brillants. Et ma mère, bon, évidemment, dans un pays arabe où peu de femmes déjà arrivaient jusqu'au bac, et encore moins faisaient des études supérieures, ma mère faisait partie des rares qui avaient été chez les Bonnes Sœurs du Caire, donc qui étaient francophones et francophiles, et qui étaient chimistes, et donc qui a passé les épreuves, et donc elle a été retenue pour venir en France. Et à l'époque, ce qui était drôle, c'est que dans l'Égypte de ces années-là, il n'y avait pas eu mai 68, il n'y avait pas eu de libération de la femme ou de lutte pour l'égalité, etc. Et mon père, donc, qui était au ministère des Affaires étrangères, quand il a appris que ma mère avait eu sa bourse, il a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour l'accompagner faire sa thèse de doctorat c'est joli, ça, à Mulhouse. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que mon père est un homme de Haute-Égypte. Ouais. Pour la faire courte, un homme de Haute-Égypte ferait passer un Corse pour un progressiste sociétal. Donc c'est très patriarcal. Et pourtant, il a suivi... et alors, évidemment, sous les rires et les colibets de sa famille, en lui disant « mais tu vas faire femme au foyer, etc. » Un bel acte d'amour. Et en fait, voilà, mon père a dit « bah non, ma femme a mis sa carrière entre parenthèses pour m'accompagner à Bogota dans le cadre de mon affectation. Rien de plus naturel qu'à mon tour, voilà. » Et comme quoi, quand il y a de l'amour, on n'a pas besoin de libération de la femme et de lutte pour l'égalité, etc. Les choses se font dans l'harmonie, dans la compréhension mutuelle, dans l'affection, dans la bienveillance. Donc, vous êtes installé à Paris, enfin en France. Et donc, en fait, on s'est installé en France, mais pas à Paris, hélas, parce que figurez-vous que ma mère était spécialisée en chimie macromoléculaire, dont la spécialité ne se faisait qu'à l'université de Haute-Alsace, c'est-à-dire à Mulhouse. D'accord. Donc, elle n'aurait pas pu, évidemment, se spécialiser en chimie nucléaire, qui nous aurait fait venir à Paris, vous voyez. Blague à part, donc on est arrivé à Mulhouse un beau matin. Enfin, je suis arrivé avec mon père et mon frère, parce que ma mère nous a précédés. Ouais. Et donc, j'ai foulé pour la première fois vous ne parliez pas un mot de français à l'époque? Pas un mot de français. Ah, je connaissais la France ni des lèvres ni des dents, comme dirait l'autre. Et j'arrive en octobre 78, par un beau matin ténébreux et froid d'octobre 78. Je foule le pied, pas de la France d'ailleurs, parce que l'aéroport était à Bâle. Et donc après, on a fait le reste de Bâle à Mulhouse par la route. Et donc, dès le lendemain matin, en fait, je suis bombardé à l'école Jean 23 de Mulhouse, où nos places avaient été réservées, parce que la rentrée avait déjà eu lieu. On arrive avec un mois et demi de retard, ne sachant pas parler un mot de français. Donc, j'entends mon frère, qui était plus jeune que moi, qui pousse des hurlements parce qu'il ne voulait pas aller en classe. Et donc, mes parents l'accompagnent. Et puis moi, j'accompagne. J'étais plus sage. À l'époque, j'avais 8 ans. J'accompagne
tout doucement le directeur de l'école à ma classe. Donc je traverse des longs couloirs, hein, comme dans certains films, tu vois. Et j'arrive devant une classe dont la porte s'ouvre, une porte en bois. Et donc la maîtresse d'école était déjà en train de faire classe. Et je vois 34 paires d'yeux qui se tournent vers moi. J'étais avec mon petit sac. Et on me fait signe d'aller m'asseoir au fond de la classe. Près du poêle. Non, et donc, près du poêle, exactement. Et bah, je passe la matinée à écouter des borborigmes, puisque je ne comprenais rien. Et donc, la cloche sonne à midi, ce qui n'était pas une heure, parce qu'en Orient, le déjeuner, c'est 15 heures. Hein. Donc, j'entends la cloche sonner à midi, tout le monde commence à s'affairer. Donc, je fais à mon voisin, hey, qu'est-ce qui se passe? Et il me fait... Manger. Voilà, c'était mon premier contact avec un Français. C'était vraiment de la nourriture. C'est quand même tout un symbole. Mais alors, justement, juste un mot. Qu'est-ce qui fait et comment, quand il y a eu le changement, quand il y a eu la prise de conscience et que vous êtes devenu vraiment une des personnes, pas la personne, mais enfin une des personnes qui aujourd'hui parle de la France comme vous en parlez, en disant, écoutez, voilà, on est français, il faut vivre à la française, vu qu'en France, il y a des valeurs, etc., etc. Et Mordicus, vraiment, part sur tous les tons, sur tous les temps. Vous défendez cela et vous êtes devenu, presque, je dirais, plus français que beaucoup de Français. Ben, en fait, qu'est-ce qui a amené ça? Deux choses. La première, c'est que il n'a pas été... Enfin, l'assimilation, parce que beaucoup en parlent, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, l'assimilation, je l'ai vécue. L'assimilation à la française, l'assimilation républicaine d'antan, je l'ai vécu. C'était un processus difficile. C'était un processus par lequel vous vous appropriez une autre identité. Une identité du pays dans lequel vos parents ont choisi de vivre. Et quand on émigre dans un pays, c'est forcément pour devenir autre. Parce que si on veut rester soi, on reste soi chez soi. Donc, c'est un processus très difficile qui passe d'ailleurs par des phases de rejet. C'est-à-dire que quand on ne sait pas parler français, et surtout à un âge où les enfants peuvent être assez cruels, vous passez par exemple les heures de sport collectif sur le banc. Parce qu'aucune équipe ne veut de vous. Typiquement. Oui, il ne comprend rien. Il comprend, voilà, exactement. Ça peut être très féroce et très déstabilisant. Mais voilà, moi ensuite j'ai fait l'effort, évidemment, parce que j'avais des parents qui m'attendaient à la maison, qui me faisaient faire les devoirs, et j'avais une maîtresse d'école extraordinaire, Mademoiselle Koenig, qui me faisait des petits découpages d'objets usuels. En fait, elle me faisait des cours particuliers de français pendant qu'elle faisait cours au reste de la classe. Et donc, il y a toujours des maîtres, ou des professeurs, des maîtres. Une école qui marche et des parents qui sont présents. Si vous n'avez pas ces deux-là, ce diptyque-là, c'est difficile de s'assimiler. Et donc, je me suis assimilé à la France. J'ai commencé à lire mon premier oui-oui au 2e trimestre. Et donc, je me suis assimilé à la France comme ça. Je suis rentré dans la France, je me suis approprié la France. Et petit à petit, je suis devenu français. Et en devenant français, je n'ai jamais subi la moindre discrimination, en fait. C'est-à-dire que ce que je me tue à dire, c'est que plus un étranger... Jamais traité de basané, tout au début, quand je n'étais pas français, précisément. C'est-à-dire que quand je parlais le français avec accent, ou quand je parlais français difficilement parce qu'il y avait des mots que je ne trouvais pas. À mesure, en fait, que je faisais tout... En fait, l'assimilation était un pacte tacite par lequel la France et les Français disaient à l'immigré « Fais tout ce qu'il est en ton pouvoir pour nous ressembler identitairement, et une fois que tu nous ressembleras identitairement, tu seras traité exactement comme l'un des nôtres. » Donc, en fait, plus vous vous tenez éloigné du creuset identitaire français, et plus vous êtes discriminé. D'autant plus que cet éloignement est volontaire. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas dire, moi, je veux me voiler, je veux m'habiller différemment, je veux manger différemment, je veux vivre différemment, et par contre, je veux que la France me traite exactement comme l'un de ses enfants. Ben non. La France ne peut pas te traiter comme l'un de ses enfants si tu ne ressembles pas à ses enfants. C'est pareil partout, en fait. C'est pas qu'en France. Et je termine par là, je vis, en fait, le comportement des élites depuis 1981 comme une véritable trahison.
Parce qu'on ne peut pas Des t'avoir... élites françaises. Des élites Oui. françaises. Moi, je le vis dans ma chair comme une trahison, parce qu'on ne peut pas t'avoir dit, on ne peut pas avoir signé avec toi un contrat par lequel tu t'assimiles à la France, par lequel tu passes par un processus très compliqué pour t'identifier. Dans le mot identifier, d'ailleurs, ou identité, il y a le mot identique. Ne jamais oublier ça. Dans le mot identité nationale, il y a identique. Et ensuite, venir te dire, ah ben non, finalement, tu vas rire. T'aurais pu rester ce que t'es, en fait, parce qu'on en a rien à foutre. Et vous ressentez ça comme une trahison? Moi, je sens ça comme une trahison. Et je me bats donc contre ceux qui nous ont trahis. Contre ceux qui ont trahi les gens comme moi, et pire encore, ceux qui ont trahi leur propre peuple. Mais, Jean, vous n'abandonnez pas, aussi, vous ne reniez pas vos origines, vous ne reniez pas ce que vous avez été, c'est ça aussi, Pas du tout. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et après, je vais demander. Mais mon coiffeur est maghrébin. Il fait le ramadan. Quand je vais le voir, je lui souhaite un bon ramadan, à lui et à sa famille. Et beaucoup de gens s'étonnent en me disant, mais pourquoi tu ne le fais pas en public, en fait? On croyait que tu étais islamophobe et que tu étais contre le ramadan. Je dis, mais pas du tout. Moi, individuellement, les gens qui fêtent le ramadan, c'est exactement comme les gens qui font carême ou qui fêtent Pessah. C'est des choses qui sont individuelles. Donc, individuellement, je vais fêter Pessah à un juif, je vais fêter Pâques à un chrétien, et je vais fêter le ramadan à un musulman. Mais me battre contre l'idée que le ramadan est une institution républicaine, non, c'est pas une institution républicaine. La religion a le droit de citer, mais dans le cadre privé. On voit la différence, enfin en tout cas vous la montrez, la différence Voilà. comme vous l'envisagez. Alors moi je voudrais savoir, vous êtes d'une autre génération, Serge Rezvani, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes né en Iran? Non, vous êtes né en France. Si, vous êtes né en Iran. C'est ça, et votre père était... Je ne suis pas parti à 3 ans et demi, mais à 1 an. Mais à 1 an, oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes tous, en tout cas, vous êtes tous partis très, très, très jeunes, enfin, bébés. Et vous, alors, est-ce que vous avez... En fait, Serge, c'était une autre époque, évidemment. Mais est-ce que vous avez vécu, vous, il y a eu ces problèmes dont parle Jean Messia, d'assimilation, d'intégration, Je très etc. bien, parce que j'ai vécu quelque chose d'assez semblable. C'est-à-dire, racontez-nous. Ma langue maternelle était le russe. Je suis arrivé en Vous ne France. parlez pas français non plus. Absolument pas. Ma mère était juive, elle parlait plutôt yiddish, même et russe. Ouais. Et à un moment donné, elle a été malade. Elle m'a mis dans un pensionnat de bonne sœur. Je suis arrivé, tous les gamins autour de moi, évidemment. Ce petit gamin, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque. On était des curiosités. 5-6 ans. On était des curiosités. Oui, et puis sur méchant. Ouais, méchant, ouais. Et comme ma mère est venue me chercher, j'avais oublié le russe. Et je ne parlais que le français. Et jusqu'à sa mort, je n'ai plus pu communiquer avec elle. Ah oui, donc, parce qu'elle ne parlait pas du tout français. Pas du Il n'y a pas un mot. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ça c'est... Oui, Mais c'est très bien, c'est enrichissant. oui, c'est enrichissant. Il faut faire un grand effort pour, en effet, passer. Le mot assimiler, j'aime pas tellement. Mais disons pour être semblable aux autres. C'est très difficile. Mais vous avez connu, enfin, la grande époque Saint-Germain-des-Prés, c'était bien sûr. Sartre et compagnie. Enfin, Là, vous parliez de Lamov, on peut se tutoyer aussi. Là. que j'ai bien connu, bien sûr. Il marchait pieds nus dans la neige. Mais c'était la guerre. Il y avait encore les Allemands et après les autres. La France, on dit que la France souffre aujourd'hui. Il faudrait qu'elle se souvienne de ses souffrances après-guerre. Alors là, vraiment. Hein, où c'était encore la misère et la misère. La vraie misère. C'était des Total. souffrances matérielles, pas identitaires. Et on avait froid. On avait froid. Ce qui fait que maintenant, les Français ont tous les gadgets des riches, bagnole, salle de bain, parfois une petite maison ailleurs. Et ils se plaignent. Et ils pensent à faire manger leur voiture, à vrai dire. Ils se révoltent quand la voiture ne peut pas manger. C'est grave. Les chevaux d'avant. Hein. Mais juste, Serge Rezvani, vous, par exemple, quand vous avez commencé à écrire, vous avez connu cette période de Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, dont on parle, qu'on n'a pas connue, mais qui reste une période extrêmement culte. Au fond, vous étiez en plein dans cet extraordinaire foyer intellectuel, culturel de l'époque, qui était quand même... Bien sûr, les gens étaient curieux, surtout. Étaient curieux, avec l'idée de l'avenir, à faire soi-même, à se faire aussi. Parce que j'allais à la Grande Chaumière, il y avait des Allemands qui dessinaient et tout. Il y a eu la Libération. Et sur les mêmes tabourets, tout d'un coup, il y avait des soldats américains.
qui dessinait. Ouais. Il y a eu un passage très violent comme ça. Mais, disons que les gens partageaient. En fait, les gens partageaient. Ouais. Mais le pain, il n'y avait rien à manger. Il y avait encore Partager des le tickets. pain et partager l'essentiel. Quoi. Enfin, Non, on partageait le pain. Et puis, j'ai vu tous mes amis devenir des peintres. Bon, moi, je l'étais moi-même. Gagner de plus en plus d'argent et partager de moins en moins. oui, c'est ça. Au fur et à mesure que l'argent entrait, Absolument. le partage disparaissait. En tout cas, Et en fait, c'est ce qu'on l'argent, fait. on y pense constamment quand on n'en a pas. Mais d'en avoir, c'est pour, Tu parles. c'est pour ne plus y C'est penser. clair. Non, mais d'avoir de l'argent, c'est pour ne plus y penser. Eh ben, Et oui. c'est le contraire qui se passe. Plus les gens sont riches, je le constate avec... Parce qu'en tant que peintre, j'ai fréquenté les gens les plus riches de la planète. Bien sûr. Et j'ai vu des En gens tant que peintre, vous qui avez- gardaient. Oui, c'est vrai. Juste, je voudrais montrer quelque chose, Tatiana. Je voudrais montrer parce que Françoise Canetti a produit un disque magnifique avec quelques chanteurs, dont Dominique A, dont Philippe Catherine, etc., qui chantent l'œuvre de Rezvani. Juste, on va montrer une séquence, Tatiana, si on peut la voir. Alors, ce qui peut être bien, c'est comme j'entends Serge la chanter, c'est sous le sceau du secret. Ah ouais, yes, j'aime ça. Mais oui. Je suis à vous là, tout de suite. On va la rentrer cette putain de voix. Tous les dimanches matins, en prenant mon pain, je me regarde dans la glace, dire qu'on dit que c'est fugace, la jeunesse on dit que ça passe, pourtant je ne vois pas. Serge Rezvani, quand je l'ai connu, j'allais à la fac. Je découvrais la vie en liberté. J'ai beau me faire des grimaces, je me trouve encore bien. J'ai découvert les chansons de Rezvani par Jeanne Moreau, le célèbre disque qu'on connaît tous, J'ai la mémoire qui flanche. J'ai eu une révélation ce jour-là, et je me souviens, c'était au printemps, il y avait la fenêtre grande ouverte, et j'écoutais cette chanson avec ma copine. On goûtait à une liberté qui semblait nous inconnue. Prochain, et je rêve que j'embrasse. J'ai énormément créé et j'ai toujours dit que je suis pluridisciplinaire parce que c'est très indiscipliné. Quand j'écris, quand je compose de la musique ou si je grave ou si je peins, ce sont les différentes facettes de la même création. C'est un tout. Je dirais presque à moi tout seul, je suis une petite civilisation. T'as qu'à voir la dame d'en face, depuis le temps qu'elle se prélasse, elle est de moins en moins bien. Merci, Tatiana. Juste, Jean-Luc, peut-être cette chanson qu'il écoutait avec sa copine parce qu'il avait la fenêtre ouverte. J'ai la mémoire qui flanche. Eh oui. Quelle chanson. Et Titi, moi, lui. C'est bon, en tout cas, vous n'avez pas perdu la mémoire, ni Jean Messia, c'est plus proche, ni Serge Rezvani, vraiment, vous n'avez pas perdu la mémoire. Et je voudrais qu'on passe à autre chose, avec encore une fois, alors on va pas parler de mémoire, encore que ça fait quand même quelques années. Thierry Marignac, on s'était connus il y a une trentaine d'années. Je raconte ça parce que c'était totalement perdu de vue. Et puis tout d'un coup, je reçois un livre qui s'appelle La guerre avant la guerre, avec un homme masqué comme ça. Hein, je veux dire, je ne sais pas si, oui, il est là, La guerre avant la guerre. Je le montre là. Comme d'ailleurs je montre le livre de Serge Reggiani, qui est magnifique, Amour Humour, et le livre d'Anouchka Dana, parce que Inter et les Mickey. Et en fait, je lis ça, Thierry Marignac, et vraiment avant même que vous ne m'envoyiez une lettre pour me donner vos coordonnées, je ne les avais pas, confidentes, je ne connaissais pas. Et puis, ça s'appelle Chronique ukrainienne, et vous en parlez de la façon totalement différemment de tout ce qu'on entend du matin au soir, du soir au matin, et c'est bien, enfin, dans les gazettes, dans les télévisions, dans les chaînes en continu, etc. Je voudrais que vous racontiez d'abord comment vous êtes venu en Ukraine, qu'est-ce qui vous a amené, vous étiez écrivain déjà, vous écriviez, vous avez écrit beaucoup de livres, énormément. Vous connaissiez déjà le russe quand vous êtes allé à Kiev Oui, heureusement.
Oui, bien sûr. Mon histoire avec le monde russe a commencé avec Édouard Limonov, dont Oui, je l'écrivain. suis un des premiers amis parisiens. Mhm. J'ai dû l'interviewer 3 semaines après qu'il soit arrivé à Paris, la première fois. Et puis, ça a été le départ d'une amitié qui a duré jusqu'à son décès il y a 3 ans. Ensuite, je suis... ils sont tous ces Russes que j'avais connus à travers lui, etc. C'est pour ça que je parlais déjà. Sont retournés en Russie, pour la plupart, si bizarre que ça puisse paraître. Et à un moment, je me suis dit, oh, mais je vais les voir, là. Je vais y aller. Je vais y aller, tant pis. Bon, ben, ça fait un peu peur au départ, évidemment. Mais comme dit Peter O'Toole à Omar Sharif dans Laurence d'Arabie, ma peur ne regarde que moi. Donc, j'ai travaillé comme journaliste avec les journalistes du magazine Exile à Moscou, à la fin des années 90, au début des années 2000, qui était une période très tendue. Donc après la chute de l'URSS. Après la chute de l'URSS. C'est ça, oui. Qui était une période très tendue. J'ai appris énormément de choses avec Mark Ames et quelqu'un qu'on connaît, dont on entend parler régulièrement en ce moment, c'est Matt Taibbi. Oui. Qui étaient les deux rédacteurs en chef du magazine Exile, qui était un magazine anglophone à destination des... Et qui était basé en Russie. Enfin, qui était basé à Moscou. D'accord. Qui était un magazine anglophone pour les expats. Donc là, j'ai appris énormément de choses, parce que c'était de bien plus grands journalistes que moi. Hein. Et ensuite, il s'est passé pas mal de choses. On a croisé des tchéquistes, etc. Parce que Édouard Limonov est allé en prison. Pendant un certain temps, il voulait le Mais coffrer. comment vous êtes arrivé, pardon, sans vouloir accélérer la chose, comment vous êtes arrivé à écrire ce livre? Qu'est-ce que vous avez sur la drogue, sur la guerre de la drogue en Ukraine? Que vous avez écrit quand, d'ailleurs? En 2004. En 2004. Je l'ai écrit en 2004. Bien avant le Maïdan, bien avant tout cela. Je l'ai écrit en 2004, il est paru en 2006. Ouais. À cette époque-là, l'Ukraine n'intéressait absolument personne. Les gens, ils ne savaient même pas où c'était. Ils me disaient « Oh, tu pars en Russie, comme d'habitude. Et mes amis, les narcotiques anonymes de Kiev, ils étaient furieux quand je leur ai raconté ça. Ils m'ont dit « Mais nous, on sait faire la différence entre la France et l'Espagne. » Oui, à l'époque, l'Ukraine, c'est une province attardée de la Russie. Los Angeles est bien plus intéressant. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était d'abord parce que quand j'apprends une langue, je veux toujours en faire quelque chose. J'avais introduit plusieurs auteurs américains dans la décennie précédente. Et là, mon idée, c'était d'introduire des auteurs russes en France. Puisque je travaillais dans l'édition et je collaborais beaucoup à Payot Rivage. D'accord, l'édition, oui. Qui font beaucoup de policiers, etc. Romans policiers. Oui. Et alors, j'avais un vieux compte à régler avec la toxicomanie, qui était une vieille maladie de ma jeunesse dissipée, disons. Je voulais faire quelque chose là-dessus. Mais à l'époque, dans le contexte, quand j'ai conçu le projet, Édouard était encore en tôle. Je me suis dit, si je vais en Russie, c'est trop facile de me lâcher un paquet dans la poche, quoi, et de me coffrer. Et le chantage, etc. Ouais. Donc je me suis dit, l'Ukraine, c'est pareil, un pays... Ah, vous vous êtes dit, je serai moins dans le viseur qu'en Russie. Voilà. D'accord. Donc je vais aller voir ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Donc, et ça, c'était 2002-2004, quoi. Oui. 2002, ouais. J'ai mis 2 ans à monter la combine. Mais alors, vous saviez qu'il se passait beaucoup de choses sur le plan des trafics, etc. Oui, parce que comme je connaissais la Russie, je savais que dès que le mur de Berlin s'est effondré, il y a eu un raz-de-marée de drogue dans tout l'espace post-soviétique, avec tous les problèmes que ça implique, c'est-à-dire sida, hépatite C, etc. Et donc, il y a des politiques mondiales Bien sûr. À ce sujet-là. Donc j'ai passé quand même 2 ans à me renseigner sur les politiques mondiales. J'ai cherché de l'argent auprès de l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est un sérail. Donc on m'a dit « Bonne chance, monsieur, c'est très bien votre projet, au revoir ». Donc je suis retourné à New York, où j'avais mes habitudes.
Et là, parce que les Américains, quand on leur propose une idée, qu'on a l'air d'avoir de l'énergie et tout ça, Ouais, ils ont sont tendance... partants, ils sont plus partants. Ils sont plus partants, Ils sont c'est plus possible, quoi. Ouais. Et alors, à travers beaucoup d'incidents, j'ai trouvé mon chemin jusqu'à la tête de l'organisation Soros. J'ai quand même fait un stage d'éducateur. C'est extraordinaire. En fait, c'est Soros, l'organisation Soros qui vous a financé. Absolument. Ouais, Et mon éditeur. Mais parce que je faisais envoyer les fax de Soros à mon éditeur et les fax de l'éditeur à Soros pour les convaincre l'un et l'autre simultanément. J'ai mis 2 ans à monter cette combine. Sans en parler à personne. Quand je l'ai dit à mes copains et à ma copine, ils ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi ?» Et qu'est-ce que vous avez découvert, au fond? J'arrive à Kiev et c'est la révolution orange. Ah, d'accord. Et alors, l'Ukraine étant l'Ukraine, les flics ont dit pas de drogue dans la rue. Parce qu'ils en font partie. Ouais. Donc j'arrive dans un pays pour faire une enquête sur la drogue, il n'y en a pas. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent quand même. Leur nature a horreur du vide. Mais oui. Et alors, là, j'arrive au Narcotique Anonyme de Kiev. Et il se trouve que j'avais trouvé la Bible des drogués en Russie, qui s'appelle Nitchi Pilotage, qui veut dire Razmot. Razmot. La Bible, vous dire, il y a un texte, un livre? Oui, un livre. Un fascicule, un traité. Une espèce de William Burroughs D'accord. De la défense. Enfin, et ce qu'il y avait de génial, c'est qu'il y avait un lexique à la fin du livre. Donc je l'ai appris par cœur. Quand je suis arrivé chez les Narcotiques Anonymes, ils m'ont dit « T'es un frère, toi ?» Tu connais ça. Je comprenais tout. Parce que c'est pas le russe de Pouchkine, quoi. Hein. Et puis après, ils m'ont testé. Tu vas sur les routes autour de Kiev échanger les seringues avec les putes, les préservatifs à la littérature. Ouais. Encore une fois, ma peur ne regarde que moi. Ça ne veut pas dire que je me sentais forcément à l'aise, mais... Non, mais... Okay. Tu vas au point d'échange de seringues. Ouais. Et puis jusqu'au laboratoire de méthamphétamine. Et c'était très important. Enfin, la structure de tout cela était très importante. Ah oui. Ouais. De toute façon, quand on marchait dans les banlieues de Kiev, et j'ai fait Odessa aussi, et j'ai fait Simferopol, on marchait sur des Crimée seringues. aussi, vous étiez en Crimée aussi. Oui, bien sûr. Crimée, on marchait sur des... On marchait sur des seringues. Chaque banlieue avait son laboratoire. En général. Et la police passait chercher son enveloppe sans aucune gêne. C'est le New York des années 70, ça. Bah, oui, et moi, j'ai eu un moment d'angoisse à un moment, parce que j'étais dans le laboratoire de méthamphétamine. Alors, vous savez, c'est une préparation très compliquée, où on sert d'abord des cachets anti-tout, parce qu'il y a de l'éphédrine dedans. Puis après, on a un dissolvant, ça peut être du vinaigre. Puis après, il faut rajouter aussi du phosphore d'allumette. Donc, et ça donne la méthamphétamine de la recette qu'avaient les tankistes et les pilotes allemands lors de l'opération Barbarossa. Ah oui, ça doit être pour les motiver, comme on dit. Qu'ils l'ont retrouvé, les petits malins de là-bas. Et est-ce que, juste un mot, Thierry Marignac, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, je ne dis pas s'explique par cela, mais c'est vraiment le fond, un peu, de ce qu'on connaît aujourd'hui? Ben, écoutez, moi, à cette époque-là, donc il y a presque 20 ans, j'ai vécu les féodalités sur ce territoire-là. Je veux dire que quand j'étais au point d'échange de seringues avec mon camarade Volodya Moseyev, la police passait dans les allées de l'hôpital numéro 5 pour racketter les camés à la sortie de la consultation VIH, le peu qu'ils avaient. C'est fou, hein. D'accord. Et Volodya, qui n'avait pas froid aux yeux, qui était un ancien trafiquant de devises sous l'URSS et tout ça, lui, il les insultait. Et il s'est tourné vers moi un jour, il m'a dit « Tu croyais pas qu'on pouvait leur parler comme ça, hein ?» Je dis « Ouais. » C'est... Ouais. Et si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai vu
en 2004, en 2009, en 2015. Qui continuait. Mais bien sûr. Et Volodia m'a dit, mais tu sais, je n'en veux même pas. Ils font ce que fait toute leur structure, jusqu'au ministre. Ouais. C'est très parlant, en tout cas très révélateur d'un certain nombre de choses que... Ouais. À partir un peu plus tard, bon bah, j'ai fait ce bouquin qui n'a intéressé personne, mais j'ai quand même eu une lettre de l'ex-ambassadeur de France en Ukraine qui m'a écrit pour me dire, écoutez, j'avais ces renseignements sous forme de statistiques, mais c'est en lisant votre bouquin que j'ai compris ce que ça signifiait. Et surtout, le cerise sur le gâteau, il y a une fille de la Croix-Rouge de Bordeaux qui a lu le bouquin, qui a été chercher mes copains des narcotiques anonymes et qui leur a décroché un budget pour 5 ans. Pour faire quoi? Ben, pour faire les échanges de seringues, pour aller distribuer la littérature, pour les cures hépatite C, VIH, enfin tout ce qui est la réduction des risques. C'est dingue. Non, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que ça, c'est quelque chose qui est mis sous le boisseau. En tout cas, chez nous, je ne sais pas si Anouchka, vous avez entendu déjà parler de ça, ou Jean, ou Serge. Moi, en tout cas, j'avoue que c'est quelque chose, je ne savais pas que c'était à ce point, quoi, la prégnance de ces trafics, quoi. Aussi bien en Russie qu'en Ukraine, d'ailleurs. Mais oui, mais écoutez, la particularité de l'Ukraine, c'est que ceux qui consomment de véritables drogues raffinées, trafiquées d'Amérique du Sud ou de Turquie, il y en a très peu, c'est les riches. En Ukraine, c'est pas la cocaïne, c'est pas... En Ukraine, on fabrique sa drogue soi-même. On fabrique une morphine base d'assez mauvaise qualité avec de la paille d'opium, et on fabrique la méthamphétamine suivant le procédé dont je viens de vous parler. D'accord. Et c'est comme dans les campagnes, on n'achète pas la vodka à l'épicerie, on la fait soi-même. Ouais. C'est la même idée. À partir de là, j'avais des contacts énormes, parce que mon reportage sur les drogues s'est doublé d'un reportage sur la Révolution Orange. Forcément, il y avait l'histoire qui se déroulait sous mes yeux. J'allais pas au début. C'était Maïdan, ça, ou avant Maïdan? Non, c'était en 2004, c'est la Révolution Orange. Ah oui, là, oui, avant 2014, c'est Maïdan, oui, bien sûr. C'est 10 ans plus tard. Et j'ai interviewé tout le monde, d'un côté comme de l'autre. Parce que dans ma déontologie, ce que m'avaient appris les Américains, c'est on dit tout, et on source tout. Alors si les Américains, quand j'étais à Moscou, ils m'avaient refusé quelques articles, mes articles de l'Ukraine, ils en voulaient, mais à mort. Bien sûr. Ils étaient absolument ravis que 10 ans plus tard, je travaille pour l'intelligence économique, dans une firme où j'étais traducteur, en fait. On appelait ça assistant multilingue. Parce que mon profil et mes sources d'information, parce que vous voyez, quand vous faites un reportage sur les drogues, vous faites une coupe longitudinale du pays, en réalité. Vous avez accès à la médecine, à la police, à la justice, à la presse. Vous avez accès à tout, en réalité. Et j'avais gardé des relations dans les ONG. J'avais mes sources américaines qui avaient beaucoup vécu dans la région. J'avais d'un autre côté Édouard Limonov, leader politique radical. À lui aussi, je pouvais lui parler comme je voulais. Donc les banquiers suisses, ils ont dit bah, banco, ce mec-là, il va nous donner des informations qui... Ils m'ont payé pendant 2 ans, quand même. C'est pas des philanthropes. Oui, bien sûr. C'est que ça les intéressait. Vous voyez, quand j'aurais donné l'information suivant laquelle, que j'avais par un contact complètement différent, un haut responsable de la sécurité routière, selon laquelle il y avait eu plus de morts sur les routes ukrainiennes que pendant la guerre du Donbass, où il y en a eu quand même 14 000, la première. 15 000. 14 000, oui. Eh ben, ils m'ont augmenté parce qu'ils assuraient des convois routiers. Et oui. Et toujours la réalité qui frappe à la porte. Et si vous voulez, c'est une formidable école d'objectivité. Parce que le banquier,
Et c'est ça le point de mon bouquin, c'est qu'avant tout, je voudrais restaurer une information libre et indépendante. C'est ce que le banquier, il s'en fout de vos états d'âme, de vos opinions, de votre vie intérieure. Ce qu'il veut, c'est le tableau le plus proche de la réalité. Ça oblige à donner le tableau le plus proche de la réalité. Pour qu'il puisse agir à sa manière et pour ses intérêts. Pour qu'il puisse gagner du fric. Ces mecs-là... On va reparler de tout ça, Thierry Marignac. Jean Messia, je voudrais qu'on reparle. Donc, vous avez très bien dit ce qui s'est passé par rapport à ce que vous avez senti de la France et ce que vous disiez par rapport à cette espèce de dichotomie qui existe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vraiment aller ferrailler pratique? Voilà. Vous avez vu partout, de Hanouna à CNews, en passant par... vous n'arrêtez pas une minute, vous avez fondé l'Institut Apollon. Et au fond, ce qui vous pousse, c'est quoi? C'est de se dire, il y a quand même une identité française, et moi, Messia de Colombie et avant du Caire, ça me paraît important de la conserver, parce que c'est vrai que vous avez, vous êtes tricard dans un certain nombre de médias, mais vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que, je veux dire, vous tenez à ça, vous avez envie de tenir à ça, vous êtes très attaché à ça, et vous vous battez, je veux dire, quotidiennement là-dessus? Pour répondre à votre question, j'ai une profession de foi, d'une certaine façon. J'étais pas français. La France a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français. Il est tout à fait normal que je me batte pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Et pourquoi, à votre avis, les Français dits de souche, enfin certains Français dits de souche, disent, attendez, oui, mais vous faites ça parce que vous avez le zèle du converti. Vous en faites trop, etc. Parce qu'on a entendu ça, et vous avez entendu ça, oui, mais Jean Messia, il en rajoute, parce que justement, comme il n'est pas français, il veut montrer qu'il est français, etc. etc. J'ai deux réponses à ça. Depuis quand le zèle du converti est quelque chose de moche? Vous savez, Georges Bernanos disait, les nouveaux convertis sont embarrassants. Oui. Ils en font trop. Et là, c'est pas ça. C'est que par leur conversion, ils démontrent de manière emblématique et tangible que ce qu'on s'acharne à nier existe. C'est-à-dire que si, vous savez, c'est turiféraire de la non-France, les grands prêtres de la négation de l'identité nationale, les souverains pontifes de la méfiance vis-à-vis de toute forme d'identité nationale, ils sont bien obligés de reconnaître que l'identité nationale française existe si des gens deviennent français. C'est-à-dire, on ne s'assimile pas à rien. Oui, non, mais oui. C'est-à-dire que en ayant une autre identité à la base et en étant devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, ça apporte un démenti flagrant à tous ceux qui vous expliquent que la France de souche n'existe pas, que l'identité nationale n'existe pas, que la culture française n'existe pas. Alors je suis devenu quoi, moi, alors? Mais vous ne pensez pas aussi que c'est Anouchka, un changement d'époque, enfin, qu'on n'a plus les moyens de soutenir cette question d'identité nationale? C'est beaucoup plus difficile à soutenir aujourd'hui, votre discours. C'est bizarre qu'à une époque... Finalement, la déliquescence de notre société, on est quand même dans une période de crise, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de tenir ce pari, justement, que vous. Non, mais ce qui est drôle, c'est que les hommes politiques prennent toujours la parole pour vous expliquer qu'ils sont les champions de l'augmentation des moyens pour tout. Des moyens pour la justice, des moyens pour la police, des moyens pour l'action sociale, des moyens pour aider les entreprises. Mais effectivement, les moyens au service de la pérennité et de l'existence de la France, ça n'existe pas. J'entendais avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit M. Rezvani tout à l'heure sur l'autre époque, le lendemain de la guerre, le fait que la France était pauvre, et c'est très vrai. La guerre n'a pas mis fin aux souffrances françaises, en tout cas pas aux souffrances matérielles, tant s'en faut, puisque encore en 46, 47 et 48, les Français ont connu des périodes beaucoup plus difficiles, même que pendant l'occupation, sur le plan matériel. Mais je dirais que la question de la matérialité, la question de l'avoir, n'est pas nouvelle dans notre société. Là, en cela, vous avez raison. Rappelez-vous que déjà Henri IV voulait que chaque foyer française ait au moins une fois par mois une poule à mettre au pot. La poule au pot, c'était déjà l'ancêtre du pouvoir d'achat. Chaque dimanche. Chaque dimanche.
c'était l'ancêtre de la lutte pour le pouvoir d'achat à l'époque. Donc vous voyez bien que la question de la matérialité, elle est très ancienne, elle est aussi ancienne que le monde existe. Il assimile Henri IV à Michel-Édouard Leclerc. Un peu. Toute proportion gardée, tout génie gardé, évidemment. Mais par contre, ce qui est tout à fait nouveau et ce qui, à mon avis, fait l'objet d'une négation farouche de la part de nos élites, c'est le malaise identitaire. C'est le risque existentiel que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, nous continuons à vivre dans un pays qui, de façade, s'appelle la France, mais qui, en réalité, à l'intérieur, a totalement changé. Vous avez vu le dernier rapport de l'INSEE. Ouais. Si on remonte à 3 générations, on a 30% des Français qui sont désormais d'origine, enfin, immigrés ou d'origine immigrée. La question que je pose, c'est à partir de quel seuil on va pouvoir parler de remplacement sans faire sauter au plafond toutes les belles âmes. Voilà, toutes les belles âmes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a une menace matérielle, évidemment, qui n'est peut-être pas comparable à celle qu'on a connue au préalable. Ouais. Mais en fait, la nouveauté, c'est la menace d'une disparition identitaire, une disparition nationale. Messia, pourquoi il n'y a pas... c'est beaucoup plus important et personne n'en parle. Enfin, ceux qui en parlent sont évidemment brocardés comme étant d'extrême droite, nazis, fascistes, etc. Mais pourquoi n'y aurait-il pas d'autres Jean Messia? Il y en a. Il y a des gens qui, effectivement, comme vous, sont arrivés d'ailleurs et sont capables d'embrasser, dans des sens différents peut-être, l'identité française. Tout à fait. Mais je dis pas le contraire. Il y a des... Ce qui est émouvant chez vous, c'est une histoire d'amour. Exactement. Et les gens qui viennent maintenant, c'est pas par amour. Bah oui, exactement. C'est simple, pour une raison simple, en fait. C'est parce que à l'époque de votre immigration et de la mienne, c'était une immigration d'individus. C'était une immigration homéopathique. On peut intégrer des individus, on peut assimiler des individus. Mais pas des peuples, vous dites. Exactement. En fait, vous savez, c'est très simple. Avant l'assimilation, la France disait aux immigrés « deviens ce que nous sommes ». Ensuite, la gauche, à partir de 81, a inventé un nouveau concept qui est l'intégration. Et l'intégration, c'est « rester ce que vous êtes ». C'est la fameuse époque du droit à la différence, de SOS racisme, etc. Donc en gros, vous pouvez, à partir du moment où vous travaillez... C'est la culpabilisation. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous travaillez, que vous respectez nos lois, finalement, vous êtes un Français. Bon, moi, il m'arrive d'aller dans des pays d'Amérique latine ou dans des pays du Golfe dont je respecte la culture et je respecte les lois. Ça ne fait pas de moi un Sud-Américain ou ça ne fait pas de moi un émir du Golfe. Un émirati. Donc, ce n'est pas assez. Mais c'est la gauche. L'intégration, c'est rester ce que vous êtes. Et aujourd'hui, nous avons atteint un stade presque supérieur qui s'appelle la désintégration, par lequel, en fait, nos élites disent aux immigrés « devenons ce que vous êtes ». C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de fournir les efforts pour devenir ce que nous sommes. Nous allons nous rabaisser, descendre progressivement les marches pour que vous puissiez arriver en France comme s'il y avait un continuum, comme si la France était un désert identitaire sur lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, voilà, pouvait être français. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Alors, ça n'empêche pas, Jean Messia, que vous n'oubliez pas vos origines. Pas du tout. Et non seulement vous n'oubliez pas vos origines, mais on va le prouver en chantant, mon cher Jean. Et je crois que c'est important. Tatiana, je ne sais pas si on a la musique. Alors, on la joue. Alors, je vais vous dire là, parce que là, c'est important. En exclusivité sur le bar Omerta, en direct du Caire, le grand chanteur Jean Messia va interpréter à sa manière Walda El Ghazaliya. Jean Messia, à vous. Allez-y. Oui. Ambiance. Ambiance, yallah. Plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort. On peut faire des gestes ou pas? Ouais, c'est bon ça. Allah.
Yalla, 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 yalla. Champion du monde, hein? حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش وتعبت قلبك يا قلبك وسيبني أعيش حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش وتعبت قلبك يا قلبك وسيبني أعيش ولا تشغلني ولا تحرمني ولا تشغلني ولا تحرمني بعد اللي قلته واللي عملته بعد اللي قلته واللي عملته حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش يا حبيبي يا كبير. ما تحبني يا قلبك يا قلبك وسيبني أعيش سيبني سيبني سيبني. Bravo Jean. Merci. Bravo Jean. Merci. En fait, embêtez Tatiana. En fait, qu'est-ce qu'elle dit la chanson? Parce que j'arrive pas. Elle dit Elle quoi a dit, cette chanson? j'ai cessé de t'aimer. J'ai appris à ne plus t'aimer. Ah, c'est ça. Ah, C'est joli, ça. En fait, c'est quelqu'un qui est amoureux Ouais. et qui a été écorché. Ouais. Et voilà. Voilà, comme quoi on peut défendre farouchement la France et ne pas oublier Voilà. d'où on vient, Voilà. ce qui est très, très, très important. Voilà. Mais Alors, oui, mais... en France, il faut vivre et se comporter dans l'espace public comme un Français. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. When in Rome, do as the Voilà. Romans do. C'est-à-dire C'est que ça. quand on marche dans la rue, moi, en fait, jamais personne m'a regardé comme rien d'autre que comme un Français. Jamais personne, enfin, sauf les gens de gauche. Oh, C'est les un- gens de gauche, ils sont pas tous les mêmes, gens- quand même. quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un m'appelle par mon prénom d'origine et me demande comment ça va l'Égyptien, vous pouvez tout de suite savoir que c'est un gaucho progressiste. Qui vous appelle Hossam, Voilà, c'est ça, exactement. Hossam. Alors, justement, Anouchka Dana, les Mickey, vous avez rencontré des Mickey de toutes les couleurs. Enfin, vous avez rencontré. Je parle de la romancière, hein, c'est un roman, je sais, je vous demande pas si vous avez vécu toutes les situations que vous décrivez dans votre livre, mais c'est des situations d'ailleurs. Mais en gros, en général, on voit c'est très très différent, quoi. Mais si vous voulez tracer, puisque vous êtes aussi psychanalyste, alors un portrait des hommes. Enfin, on va pas généraliser, il faut jamais généraliser. Ça. Mais quand même, les gens que vous avez rencontrés, que vous décrivez, que vous portraitisez, est-ce qu'il y a, quels sont les, je dirais, dénominateurs communs? Parce qu'il y a, racontez-nous, parce qu'il y a des gens quand même assez incroyables, là, très différents, enfin des. Ben, non, en fait, les Mickey, c'est un peu finalement D'abord, pourquoi les Mickey? Eh ben pourquoi les Mickey? Mais c'est ça, Ouais. c'est le voilà. Le Ouais, ministre vous lui les appelez dit- les Mickey, là. Oui, mais Mickey en même temps, c'est drôle. C'est quand on était petit Ouais, je sur sais les pas, moi, manèges. si on et m'appelait on veut- Mickey, on veut- est-ce que j'aimerais? Je sais pas. Ben, peut-être. Ben si, parce qu'en fait, Si, oui, si Mickey et Mouse, je suis d'accord. bah oui, Mickey Mouse, tant qu'à faire. Non, en fait, ça vient de. Enfin, elle le prend au pied de la lettre et ça, c'est assez drôle. C'est le psy lui dit ah, vous voulez attraper la queue du Mickey, mais bon, la génération, vous savez, quand on veut attraper la queue du Mickey sur un manège, en fait, on est là et on veut le Mickey, quoi. En fait, c'est un peu la quête du Graal. Donc en fait, sur l'appli, c'est un peu le système. Et puis le Mickey, c'est aussi l'uniformisation. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est assez caricatural. Un Mickey, c'est l'industrie Disney qui a ce petit personnage, voilà. Bien sûr. Et donc je me dis quelque part, cette appli, elle formate aussi des espèces de Mickey, des types de mal alpha comme ça, qui ont tous le même discours. Enfin, à la fin, on se dit bon, voilà, ils me entrent en matière. Enfin, on arrive quand même. C'est quoi il y le a discours quand même du mal alpha? Non, mais décrivez. Non, mais C'est quoi, il y a concrètement?
En fait, c'est la façon dont forcément ça normative, puisque c'est... tu cherches il y a une anecdote au début, on lui dit, mais tu cherches un plan cul, une histoire sérieuse, enfin, puis elle lui dit, je sais pas, enfin, on peut peut-être essayer de se voir, enfin, un truc, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux je sais pas, juste rencontrer, le type, ouais, c'est ça. Si tu veux, ouais. Oui, mais ça, je dirais que le conditionnement, en fait, ce que ça a comme effet de corps, il est des deux côtés, en fait, et chez les hommes et chez les femmes, en fait, ça nous transforme, c'est pas rien de passer par une appli, donc forcément... Et l'autre lui répond, non, je suis pas là pour un plan galère. Donc en fait, il n'y a pas l'alternative comme la case peut-être, la case aventure, la case désir. En fait, elle n'existe pas. Enfin, elle est un peu court-circuitée par l'appli. Enfin, une rencontre, c'est pas comme un jeu de Lego où il y a deux logos Lego qui s'emboîtent, en fait. Peut-être la machine, elle fonctionne comme ça, en fait. A plus B égale C. C'est l'algorithme, c'est pas une équation mathématique, une rencontre. C'est justement la part qui échappe, le dérapage. Enfin, l'alchimie, on ne sait pas, l'aléatoire. L'aléatoire, oui, mais en fait, là, il est conditionné. Enfin, l'aléatoire, il est minimisé. Oui, parce que tout passe, c'est ça ce que vous avez dit au départ. Tout passe par le prisme du questionnaire. Voilà. Et c'est lui qui conditionne. Donc, en fait, déjà, ça biaise la rencontre. Elle est déjà biaisée à la base. Voilà. Donc, après, ça induit aussi l'idéalisation. Donc, c'est comme quand on va au supermarché, en fait. Alors, là, les colorants, machin, là, le truc, la taille, enfin, c'est ça. Et quelle couleur et quel goût il a. Et quel CSP. Décris-moi, non, mais c'est ça. Et donc, en fait, c'est un peu le principe de la consommation de masse. Le sexe est devenu un objet de consommation de masse. En fait, la rencontre aussi, quoi. Elle est formatée aussi elle est présentée comme telle par l'appli. C'est un peu ce mécanisme, c'est ce que ça induit, la en fait. rencontre, est-ce qu'il y a du sexe? Mais pas forcément. C'est très compliqué. Il n'y a pas plus compliqué que la sexualité. On a l'impression on vous donne cette illusion, ce mensonge que non, c'est simple. Tu vas voir, c'est le voilà, c'est non, c'est plus compliqué que ça en fait. C'est pas ça. Donc forcément, ça rate en fait. Donc et l'amour dans tout ça. Ça c'est une question, c'est ce qui vient en plus. Hein. C'est comme la guérison chez Freud, ça vient en plus. Hein. L'amour, c'est pas, on sait pas. On parle de quelque chose de très matériel, de très dépersonnalisé. C'est où il n'y a ni sentiment de tristesse, ni sentiment de honte, ni sentiment d'amour, ni sentiment... Enfin, où sont les sentiments, où est l'affect là-dedans? L'impression que c'est des robots, en fait. Dans la manière c'est ça. Oui, mais est-ce qu'après, après l'algorithme, quand on se rencontre, ça peut aussi induire justement autre chose, des sentiments, mais des mariages, etc. Par exemple, à travers ça, non, je dis il y a des histoires d'amour, je de dis vrai. pas qu'il n'y en a pas, bien sûr. Non, mais attendez, là-dedans, moi, j'ai un parti pris qui est mon parti pris. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Très bien, si on arrive à trouver l'âme sœur, bien sûr. Mais ça, j'allais dire, c'est l'exception qui formate, qui court-circuite la règle, en fait. La règle, c'est pas ça. Ce que je pense, moi, c'est quand la machine, c'est quand notre désir, la rencontre, qu'est-ce qu'il y a de plus humain finalement, est pris en compte par la machine et passe par le prisme de la machine. C'est ce qu'il y a de plus déshumanisant. Et c'est ça que moi je trouve j'appelle ça le thanato-capitalisme en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'empare finalement de la rencontre, qui est quand même, de notre humanité en fait. Et ça doit pas, le progrès c'est bien, mais pas... au détriment d'un robot qui vous formate et qui vous dit voilà le compagnon sexuel idéal, en fait. Appuyez sur voilà. Et le gros problème quand Rezvani vous disiez il y a plus de partage, mais évidemment qu'il y a plus de partage. L'espace de socialisation aujourd'hui, les hommes et les femmes, il y a plus de partage. Non, ils sont tous derrière leur écran, derrière leur appli, en disant ah oui alors moi je cherche tac 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 et moi je cherche tac tac tac. Est-ce que ça se croise? Non, c'est pas ça. La socialisation, ce qu'on appelle l'époque révolue de la drague, aujourd'hui c'est compliqué. Aller dans un bistrot, personne ne vous parle. Enfin, entre mes femmes, c'est devenu très très compliqué. C'est plus compliqué. Oui, et donc. Hélas. Et voilà. Et l'appli, elle revient pour remédier à ça, mais en fait, elle fait exactement l'effet inverse. En fait, elle est le symptôme de quelque chose qui ne va pas, d'un malaise dans la civilisation. Et c'est vrai, elle est le symptôme de ça, l'appli. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Alors moi, j'aimerais justement, par rapport à ce que dit, et le roman d'Anouchka est très intéressant de ce point de vue-là, mais moi, j'aimerais, Serge, même si c'est intime et personnel, parce que vous avez vécu, Serge, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de vie, mais je voudrais que vous parliez de cet amour extraordinaire que vous avez avec une personne qui s'appelle Lula, les années-lumière et les années Lula, que vraiment je conseille tous ces taxis en poche, les romans de Serge Reggiani. Et vous, ce que vous avez vécu, pour prendre cet exemple, c'était un véritable amour fusionnel, on peut dire. J'aime pas ce mot, mais c'est vrai. Non, on a vécu... Bon, il faut beaucoup simplifier. Il ne faut plus employer le mot... Je n'emploierai pas le mot bonheur, je dirais plutôt félicité. Je veux dire, on a usé tellement autour de l'amour. Le langage est tellement usé
on ne sait plus comment le dire. D'ailleurs, de toute façon, je pense que l'humanité n'a jamais cherché ni l'amour, ni le plaisir, ni le bonheur. La preuve, Dante, on ne lit que l'enfer. Il a écrit le paradis. Personne ne lit le paradis de Dante. On lit l'enfer. Donc finalement, le bonheur, c'est très bien dans Marie-Claire. Mais que j'en parle moi, c'est très difficile. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est peut-être mon côté perçant, parce que je crois à des choses qui sont tellement galvaudées que c'est difficile d'en parler avec les mots, les vrais mots. On a inventé des mots. Vous l'avez écrit tellement bien non, avec de vrais mots. C'est indicible, on dit. Ouais. Et moi, j'ai essayé de trouver les mots pour l'exprimer. Bon, toute ma vie, j'ai vécu 50 ans avec une femme. 50 ans. 50 ans. Mais ça s'est terminé. Elle est morte d'Alzheimer, ça a été très dur. Mais bon, elle est partie sur la pointe des pieds. Elle m'a fait le cadeau de ne pas mourir dans mes bras. Je ne devais pas mourir brusquement. Elle est partie sur la pointe des pieds. Mais je l'ai rencontrée très jeune. On s'est rencontrés jeunes. Et vous ne vous êtes jamais quittés. Enfin, je veux dire, jamais quittés. On n'a pas voulu d'enfants. Ouais. On a vécu très pauvrement au début, puis de mieux en mieux. On est parti vivre dans le milieu. On a quitté la France. La France, oui. Paris, c'est la France. Ça, c'est drôle. Oui, d'accord. Voilà, donc voilà. Et vous êtes installé à la gare Freinet. Voilà, on est parti ça, vivre ouais. dans les morts, oui, dans un endroit très extraordinaire. C'était en pleine forêt. Il y avait un Italien au 19e siècle a construit une maison italienne avec des jardins extraordinaires, des arbres millénaires. On est tombé dans un lieu extraordinaire dans lequel nous avons vécu complètement dans une bulle. Et isolé, je veux dire... Pas isolé. Pas isolé, mais je veux dire, vous viviez, je ne dis pas l'un pour l'autre, mais en plein... On n'avait pas de chambre d'amis. Pas de... Il n'y a pas de chambre d'amis. Non, mais c'est tout dire. Ah ouais. Mais alors les amis sont venus. Jeanne Moreau a acheté une propriété, puis après... on s'est trouvé tout doucement entouré par Paris, par les gens de Paris et de New York et de malheureusement et ça a été. Mais vous receviez des amis, enfin vous on avait beaucoup d'amis, mais qui passaient. C'est très difficile. Ça m'est très difficile d'en parler. Ouais, ça a été un vécu tellement fort et je dirais que j'ai créé dans cette bulle. On n'avait pas de télévision, il n'y avait pas de satellite à l'époque. Uniquement pour séduire. Mais toutes mes chansons, c'était pour séduire Lula. Et puis, comme elle était très littéraire, j'étais jaloux de tous les grands écrivains qu'elle aimait. Je me suis mis à écrire. Et je suis rentré dans une sorte de compétition avec tout ce qu'elle aimait. Et j'ai passé ma vie à la séduire, tout simplement. C'était mon occupation. J'ai peint, j'ai écrit. Mais le problème n'était pas de faire des œuvres. C'était de le vivre. On a vécu ça très fort tous les deux. Après, on a vécu à Venise beaucoup. Après, on a eu une maison à Venise. C'est partagé entre Venise et là. Mais ça a été une vie... C'est très difficile d'en parler, surtout là, comme ça. Comment dire... Non, mais vous en parlez bien, je trouve. Disons, je dirais que... Non, Rilke disait, quand il parlait d'elle, il la laissait en blanc. Ah. Voilà. C'est très joli. Ça veut dire quelque chose. Et je peux dire que quand je parle de Lula, j'ai envie de la laisser en blanc, parce que je ne peux pas trouver les mots. Et j'ai cherché toute ma vie à essayer de la... J'ai pas pu la peindre. Vous n'avez pas pu la peindre? Jamais. Oui, mais pourtant, quand vous avez écrit, c'est joli. J'ai écrit les années Lula, dont vous parliez tout à l'heure. J'ai écrit des livres autour d'elle, autour. Mais j'ai jamais réussi à... Elle était tellement extraordinaire. C'est Dieu de le dire. Cet obscur objet du désir. C'était la sœur d'Ava Gardner, physiquement. C'était la sœur d'Ava Gardner. Et quand Jeanne Moreau est venue s'installer près de chez nous, il y avait Orson Welles, on l'a vu arriver, là. Il a dit, mais vous faites du cinéma? Il a dit non. Il a dit, mais pourquoi? J'aime ma vie. Elle a répondu, j'aime la vie. Et Jeanne Moreau s'est mise en colère. Ah oui, elle n'a pas dû aimer ça. Ah, je vous raconte une histoire. On va redescendre de plusieurs crans après ce que dit Serge, parce que c'est magnifique. Cet amour, je ne dirais pas fusionnel, mais enfin, cet amour vécu. Histoire peut-être pas authentique, mais si non è vero è ben trovato. C'est un jour, Bouygues, Francis Bouygues, a fait de la production de cinéma. Et un jour, il se retrouve à Cannes, il y a une table, pendant le festival de Cannes, et il y a des gens, et il y avait Jeanne Moreau à la table. Et l'un des adjoints de Bouygues lui dit, non, Francis Bouygues, lui, il n'est jamais au cinéma, même s'il était producteur de cinéma, et il disait, dites-moi, qui est cette dame? Je crois que ça me dit quelque chose. Enfin, Francis, c'est Jeanne Moreau. Visiblement, ça lui disait
pas grand-chose. Il dit Jeanne Moreau, et le type se penche et lui dit ascenseur pour l'échafaud. Et il lui dit ah madame, si vous travaillez dans les ascenseurs, ça m'intéresse beaucoup. On va pouvoir faire des choses ensemble. Je sais pas si c'est vrai, mais enfin voilà. Mais c'est sincère, absolument. Et alors, Anouchka Dana, quand vous êtes sorti de cette espèce de voyage, de cette espèce de croisière dans le pays des algorithmes et de la présentation, en tout cas, votre livre est très réussi, vraiment, et je conseille à tous nos visiteurs du Bar Omerta de le lire. Et à ce propos, d'ailleurs, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que, parce qu'Omerta, c'est une plateforme d'enquête, je vais vous dire simplement que vous retrouverez sur l'application un reportage tout à fait passionnant sur Kaboul année 0, l'immersion dans l'Afghanistan des talibans. C'est très passionnant. C'est Aïcha et Missy et Régis Le Sommier qui sont allés pendant 15 jours, 3 semaines à la rencontre des talibans. Les talibans d'aujourd'hui, justement. Et comment ça se passe, comment ça se vit, puisque aujourd'hui, vous savez, les talibans ont repris totalement le pouvoir en Afghanistan. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous verrez ça très bientôt sur la chaîne Omerta. Mais je voudrais revenir justement à Anouchka. Au fond, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir rencontre, qu'il peut y avoir amour, qu'il peut y avoir tendresse, qu'il peut y avoir toute la gamme des sentiments. Ah, bien sûr. Ça n'a rien changé pour vous. Ah, mais ça, c'était pas mon propos. Absolument, en fait, on est bien d'accord. Mon propos est ailleurs. Donc là-dedans, je ne suis pas en train de juger. Après, moi, mon analyse, elle est plus sur la question, elle est plus, à la limite, dans un phénomène de société, elle est plus sociologique, sur le rapport homme-femme, sur qu'est-ce que ça conditionne aussi dans l'évolution des mœurs, en fait. Donc voilà, et puis mon hypothèse à moi, c'est que c'est pas forcément, on n'a pas forcément à y gagner, quoi, en fait, à la technologie, en fait. Elle gagne toujours plus sur nous, moi, je pense. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va arranger des choses, ou au contraire les aggraver de ce point de vue-là? Mais je pense que là, ça nous prépare à ça. Et j'allais dire, je pense que c'est... au contraire, il y a un tiers là-dedans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas duel, la rencontre. Le tiers, c'est la machine, en fait. Et je pense que ça va aller en s'accentuant, en fait, avec le temps. Là, on n'en est qu'au début. C'est les préliminaires. J'allais dire, l'application n'est qu'un préliminaire à ce qui se passera par la suite. Et la vraie question shakespearienne qui va se poser, est-ce que de ce point de vue-là, moi je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, et que ça ne va pas encourager la connerie naturelle? Tu sais, tu parles de question. L'intelligence artificielle, mais je crois qu'il va y avoir l'utérus artificiel. Et on va rentrer, évidemment, ça y est. On va faire les enfants en usine. Non, mais par exemple, moi je voudrais poser à Jean Messia. Bien sûr, oui, non, mais ça on rentre dans la fourmilière, quoi, c'est évident. Oui, en fait, non, c'est-à-dire que, l'utérus artificiel, c'est tout le woke, on est en train de basculer chez les insectes. Mais par exemple, Jean Messia, est-ce que mais c'est un changement de civilisation aussi, c'est pour ça, les questions identitaires, de l'identité, de l'identité, je pense qu'elle n'est pas que l'identité nationale, c'est l'identité à tous les niveaux, à tous les plans, humaine. On est vraiment, la question de l'identité, je pense qu'elle est centrale dans notre... On est à un changement de paradigme, on est dans un changement de civilisation, en fait. Et cette question est de l'humain, donc elle se pose à tous les niveaux, la question de l'identité. C'est pour ça qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas de ces changements sont des révolutionnaires des évidences, en fait. C'est-à-dire, pourquoi on se bat, en gros? On se bat pour qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. On se bat pour que la France reste la France. On se bat pour des truismes. On se bat pour des choses que aucun révolutionnaire de base. Voilà, en fait, aucun révolutionnaire à travers l'histoire n'aurait pu imaginer qu'un jour il se battrait pour qu'un homme puisse rester un homme, pour qu'un Français puisse rester français, pour qu'un non-végétarien puisse rester un non-végétarien. Enfin bref, on peut multiplier toutes les soi-disant identités derrière laquelle c'est d'une désidentification. L'identité de genre, par exemple. Juste, Serge, je voulais répondre. Non, Serge, je voulais dire autre chose. Non, à quoi servaient les guerres? À tuer la jeunesse. Des millions de jeunes ont été tués. Et donc ça fonctionnait très bien sans les jeunes. Il n'y a plus de guerre depuis la guerre froide. Et donc il y a une quantité de jeunes, c'est extraordinaire ce qui se passe sur la Terre. Et j'ai fait un article pour Le Monde là-dessus. Les sociétés européennes sont vieillissantes. Non, on va vers une révolution mondiale de la jeunesse.
C'est très grave ce qui se passe en ce moment. On y a déjà eu droit dans les années 60. Hein. Non, mais pire que ça. Je crois qu'il y a une révolution mondiale de la jeunesse sous tous les prétextes. Bah oui, mais en fait... Oui, mais je ne sais pas si on peut parler de la jeunesse. Oui, c'est ça. Il y a des jeunesses. Ah non, je pense que c'est des générations. Je pense que la révolution... Attendez, vous avez raison, mais la révolution des jeunes occidentaux a déjà eu lieu dans les années 60 et a donné la mai 68 et ses conséquences. Aujourd'hui, les sociétés occidentales sont des sociétés... contre le père. Hein. Non, mais aujourd'hui, les sociétés occidentales sont des sociétés vieillissantes. En réalité, moi je compare, hein, par exemple, mon Égypte natale, j'ai vu un chiffre hallucinant. 60% de la population égyptienne a moins de 17 ans. Mais évidemment. Mais c'est mondial. De la population égyptienne a moins de 17 ans. C'est dingue. Ouais. C'est un truc de fou. Alors que vous prenez les pourcentages dans les pays occidentaux, ceux qui ont au-delà de 50 ans et au-delà de 60 ans représentent déjà des proportions. Voilà. Exactement. Attendez, ils possèdent tout. Et ils possèdent tout. Et le fric travaille, les jeunes ne travaillent pas. C'est le fric qui travaille. C'est ça. Alors on va leur donner des miettes. C'est très juste. Pour qu'ils soient devant leur écran, manger un petit sandwich dans une petite chambre, et puis c'est fini, on est débarrassé de la jeunesse. Mais je n'y crois pas. On pourrait dire aussi que les vieux ne travaillent pas non plus. C'est ça. C'est pour ça que la politique ne change pas. C'est qu'en fait, la politique est une arithmétique à la base. À la fin de la journée, c'est une arithmétique électorale. Donc en fait, les classes sociales qui votent, qui sont les plus nombreuses, ce sont les classes sociales vieilles. Enfin, les classes d'âge vieilles. Mais évidemment. Et donc, c'est pour ça que les jeunes, quand vous dites... C'est trafiqué complètement. Les jeunes ne travaillent pas, mais les jeunes ne peuvent pas faire une révolution dans les urnes. Ils sont pas assez nombreux. Non, mais ils vont casser les vitres. Ils commencent par casser les vitres, mais ils finiront par tout casser. Je dirais que les vieux ne travaillent pas non plus. Hein. Il y a une masse de seniors qui sont au chômage, qui on vient de dire, faut que tu travailles, mais du travail, il n'y en a pas pour eux. C'est vrai que à partir de 70, 60 ans, évacués. 55. À partir bien avant, à partir de 50. Oui, mais vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'on a trouvé le truc. On va leur donner des segments de marché et de l'avoine à bouffer. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vois, je vais demander à Jean Messia, ou d'ailleurs c'est que Jean Messia, est-ce que vous pensez un jour que vous pouvez avoir un cancer de l'utérus ? Non, pas que je sache. Pensez pas. Ça me semble très compliqué. Eh bien, je vais vous dire, vous êtes transphobe, Jean Messia. Vous êtes transphobe parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour vous deviendrez femme. Vous voyez, c'est la transphobie. Non, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai dit exactement ce que vous venez de dire à quelqu'un qui m'a répondu, je me rappelle au cours d'un débat, c'est que vous êtes transphobe. J'ai une réponse à ça, moi. Oui. Vous lui dites, vous n'en savez rien de mon identité de genre. J'ai pas d'utérus, mais je me sens femme. Oui. Puisque maintenant, ce qui compte, c'est pas ce que vous avez entre les jambes. Non, ce qui compte, c'est comment on se ressent. Et d'ailleurs, on peut très vite arriver à la parité. Hein. Si vous avez qu'un gouvernement de mecs et qu'on vous reproche de ne pas être paritaire, vous dites, non, il y a la moitié qui se sentent femmes, donc c'est bon. Oui, je ne sais pas si ça réglera le problème. Et vous, Anouchka, vous ne vous sentez pas femme avec un pénis? Non, pas vraiment. Non, je vous pose la question. Non. Non, mais enfin, bon... mais il y a un problème quand même. Si c'est important, c'est pas. Non, moi, je regarde ça avec un peu une étrangeté. Enfin, mais je pense qu'en même temps, toute cette question de trans, enfin, elle est au cœur de l'actualité, enfin, de l'identité. Mais peut-être parce qu'on est en train de reformuler qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Aujourd'hui, c'est plus la même chose que pour la génération précédente. C'est vrai. On parle jamais de ce que l'homme a entre les jambes, qui est le cornac de l'homme. Le cornac. Oui, le cornac. L'homme n'est pas seul. Il a son cornac. Quand une femme passe dans la rue, il a la flemme. Le cornac dit, hey, tu as vu, elle passe, vas-y. C'est ça l'homme. Et ça, on ne le dit pas assez, je pense. Oui, mais ce cornac est devenu, avec le post-structuralisme, une construction culturelle. Déconstruite. Ouais. Allez, un petit blues qu'on va improviser. Allez. Un stand-up de... Tout me gêne dans la guerre en Ukraine. Quand je me cogne dans un bar à Boulogne. Je ne sais plus où j'en suis quand je vois une fille
Et l'amour, je mime. Elle me regarde et me dit: montre-moi ton algorithme. Est-ce que je coche toutes les cases? J'en pense quand je me rase. Je ne sais plus où j'en suis. Mais pour qu'elle aille au lit, elle aille au lit. Elle me demande mon appli. Et elle me dit: comment tu es? Je lui dis: Mouse, mon petit Mickey. Oui, ma Mini. Ah bon, elle est mini? Casse-toi, pauvre con. Ainsi passa le temps qu'il nous faut donner sur la terre. Et c'est ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent. Merci. Bravo, magnifique. Bravo. Merci. Allez, à nous. Chin. Faudrait que tu écrives toi aussi. C'est fait, ça. Le 15 août 2021, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan, après en avoir été chassés 20 ans plus tôt par les Américains. À la veille de ce retour, je les avais suivis dans leur reconquête de Kaboul, et ils m'avaient autorisé à les rencontrer dans leur fief, au cœur de la campagne afghane. Cette fois-ci, je retourne avec émotion et appréhension dans cet Afghanistan des talibans. Dans quel état est le pays ? Sont-ils parvenus à le contrôler, à l'administrer? Comment les talibans luttent-ils contre Daesh, leur nouvel ennemi? Que sont devenus les milliers de drogués qui jonchaient autrefois le centre-ville de Kaboul? Et les femmes, où en sont-elles? Quelle est leur place dans cette nouvelle société? Pour Omerta, nous avons réalisé une immersion exclusive auprès des talibans, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan.